Bonjour à toi, cher viewer, que tu sois un de mes amis, que tu me connaisses pas plus que ça. Donc je suis Alban Le Foll et je suis professeur de méditation, je suis formateur en ligne et tu vois, je suis aussi youtubeur parce que j'ai ma chaîne que j'anime avec beaucoup d'amour et d'énergie. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un mélange entre deux de mes passions, donc les jeux de rôle, d'accord? J'ai beaucoup parlé des jeux de rôle fantasy, Donjons et Dragons notamment récemment. Là, je vais parler un petit peu plus des jeux de rôle de science-fiction et de science fantasy. Donc je vais parler de Cyberpunk 2020, de Shadowrun, qui sont deux genres que j'adore aussi, notamment pour leur regard critique sur notre société actuelle et notre société telle qu'elle pourrait être dans le futur. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur est-ce que Cyberpunk 2020 était visionnaire, est-ce qu'il avait raison dans sa vision des choses, ou est-ce qu'il était complètement à côté de la plaque. Donc, on va voir un certain nombre d'éléments, et puis à la fin, je vais répondre avec mes propres éléments sur cette question, d'accord? Donc, reste jusqu'au bout, tu auras la réponse à la fin. Donc, c'est parti, je mets en grand écran. Je croise les doigts pour que ça reste, parce que des fois, il me fait des blagues. J'ai déjà enregistré une fois, il n'avait pas laissé. Donc, je vérifierai régulièrement. Donc, Cyberpunk 2020 était-il visionnaire? Donc, tout d'abord, Cyberpunk 2020, c'est un jeu de rôle, qui est un des premiers jeux de rôle à être sorti. C'est sorti en 1988. Donc, tu vois, à peu près 15 ans après D&D. Et c'est un des premiers jeux de rôle de science-fiction. Il y a eu Travelers avant, qui était plutôt dans le Space Op. Et donc, c'est le tout premier jeu de rôle science-fiction dans le style cyberpunk, parce qu'en fait, tu vois, il a même tellement important qu'il a défini son genre, et c'est lui qui a généré tous les différentes séries de cyberpunk, les Shadowrun. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un Dark Futures, d'accord, dans un futur dystopique, qui est une critique du mode de pensée néolibéral de l'époque, tu vois, qui est toujours dominant actuellement, hein, mais qui avait explosé dans les années 80, avec Thatcher notamment, en Angleterre, et dont le motto de ce néolibéralisme forcené, on peut dire que c'est la croissance économique du PIB à tout prix, quelles que soient ses conséquences sur l'environnement, sur les êtres humains. Voilà, il faut croître. Il faut croître les chiffres, il faut faire toujours plus d'argent. Et dans cet univers cyberpunk, et comme suite Shadowrun, il y a des mégacorpos, d'accord? Mégacorpos, qu'est-ce que c'est? Ce sont de grandes entreprises, très puissantes, qui en fait travaillent dans différents domaines, qui sont un peu comme des tentacules, tu vois, qui vont essayer d'occuper l'espace public et qui vont peu à peu prendre la place des États et avoir accès à des réglementations spécifiques, comme par exemple l'extraterritorialité dans Shadowrun, c'est-à-dire que sur le territoire sur lequel ils sont propriétaires, par exemple, tu vois les parcelles sur lesquelles il y a leurs sièges sociaux, leurs bâtiments, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc tu vois, c'est des choses qui posent question et qui pourraient évoluer à terme, hein, on ne sait jamais. Et ces méga-corpos, bah, du coup, elles dictent un petit peu, elles font leur dictat, elles disent, voilà, toi, citoyen, tu dois penser comme ça, tu dois consommer comme ça, prends mes produits et puis souscris à mes valeurs. Et dans Cyberpunk, la technologie avance, d'accord, parce que c'est écrit en 88, c'était destiné à 2020, donc dans le futur, avec une hypothèse que la technologie allait évoluer, ce qui est normal. Donc technologie très avancée, avec la possibilité d'augmenter l'être humain, aussi bien d'augmenter ses capacités cérébrales, d'accord, avec des puces par exemple, des connexions directement entre le cerveau et le pistolet pour les snipers, mais aussi au niveau des muscles, avec des bras cybernétiques, etc. Et pourquoi pas l'implant d'arbre directement sur le corps, ça on le voit, tu vois, avec les Razor Black par exemple, dans Shadowrun. Donc une technologie qui permet d'augmenter les êtres humains, et mais aussi de créer des intelligences artificielles très poussées et plus vraies que nature. Et enfin la matrice, tu vois, qui est un peu une évolution d'un réseau comme l'Internet, avec des ramifications très importantes au sein des entreprises, au sein du quotidien des citoyens et de tous les personnages de cet univers-là. Donc tu vois, c'est un petit peu le futur de l'Internet, avec une dimension en réalité virtuelle assez forte. Donc monde dystopique. Est-ce qu'on vit actuellement dans un monde dystopique? Donc je te laisse mettre en commentaire si pour toi on vit ou pas dans un monde dystopique, mais je vais te dire mon point de vue à moi. C'est qu'on a tendance, effectivement, pour moi, à tendre vers un monde de plus en plus dystopique. On est de plus en plus loin de l'utopie, on est de plus en plus proche de la dystopie. Notre monde occidental est largement dominé par la peur des autres, la peur de son voisin, la peur de tomber malade en étant en contact avec d'autres êtres humains, sous le signe d'une surveillance accrue des États, qui multiplient les systèmes de surveillance, et aussi des municipalités également, hein, et également des entreprises, qui multiplient tous les systèmes de surveillance, leurs vigiles, etc. Tout ça au service des plus puissants, les maîtres, d'accord,
dateur carbone. La pandémie, donc on commence tout juste à en sortir, on commence à prendre un peu de recul parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dedans. Bah, ça a montré qu'il y avait des volontés, parfois des vérités, mais souvent des volontés des États de renforcer la sécurité sur leur territoire et de brider les libertés individuelles. Donc là, ça montre tous les questionnements qu'on a autour du pass sanitaire, en France notamment, qui est quand même assez restrictif, hein, plus restrictif qu'ailleurs. Et globalement, effectivement, tout cela traduit une évolution vers un contexte sociétal de plus en plus anxiogène, qui génère de plus en plus de maladies mentales. Et ça, les psychiatres l'avaient déjà prédit dès les années 80, que le 21e siècle serait l'ère des maladies mentales. Effectivement, les maladies mentales sont de plus en plus importantes. Et ça, on le voit avec le nombre de consultations de psychologues, de psychiatres, et la consommation d'antidépresseurs, on verra tout à l'heure justement où elle en est. Et on va vers de plus en plus d'isolement social. Donc d'abord, effectivement, les familles sont de plus en plus déstructurées, alors que tu vois, jusqu'aux années 50, on pouvait régulièrement voir 3 générations vivre sous le même toit. Maintenant, on est beaucoup plus individualiste, on est beaucoup plus séparés les uns les autres, et il y a de plus en plus de familles monoparentales aussi, hein. Le pourcentage de familles monoparentales, typiquement avec une femme et ses enfants, a explosé. Ça, les stats le montrent, et puis aussi au quotidien, on le voit. Avec tout son lot de tristesse, d'isolement. Et de façon globale aussi, la distribution des richesses est de moins en moins inégale. Donc ça, tu vois, on le voyait déjà il y a 20 ans, quand on suivait les coefficients de Gini. Et ça continue, tu vois, entre 1820 et 1990, on voit que le coefficient de Gini a augmenté. Le coefficient de Gini, c'est un indicateur des différences de richesse entre les plus pauvres et les plus riches. Même s'il y a eu un décrochage entre 90 et 2010, globalement, tu vois, sur les 100, grosso modo, les 200 ans, on a une augmentation des différences de richesse entre les plus pauvres et les plus riches. Et on le voit, tu vois, l'écart relatif entre les 10% plus riches et 10% les plus pauvres est de plus en plus important. Tu vois, il y a un rapport de 10 à peu près en 1820. Et on peut dire qu'en 2010, tu vois, on a un rapport, grosso modo, de 45. Tu vois, on est passé... Ah pardon, excuse-moi, de 30 à 45. Donc, tu vois, on a augmenté. On a un rapport de 30 à 45. Donc, on a multiplié à peu près d'un facteur de 50% les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. Et ce, malgré les progrès de l'éducation, etc. Hein. Et en France, tu vois, si on prend les données de l'INSEE, tu pourras aller sur leur site, tu peux regarder, hein, même si l'évolution est un peu moins probante, on voit quand même que le coefficient de Gini a tendance à augmenter depuis, tu vois, entre 96 et 2018, légèrement. Donc déjà, les inégalités étaient assez importantes, tu vois, en 96, elles continuent à augmenter. Et ça, c'est confirmé, tu vois, par les niveaux de richesse des 10% les plus riches, hein, des milliardaires, etc., par rapport au niveau de revenus des plus pauvres, qui sont au RSA ou qui sont, tu vois, payés à peine au SMIC et qui peuvent à peine se permettre de manger. Moi, ce qui me touche, parce que j'ai connu dans ma vie des périodes où j'étais très pauvre, et je sais ce que c'est que d'être très pauvre, de ne pas pouvoir sortir, de pas pouvoir, de dire non à des amis, de ne pas pouvoir aller prendre un verre, parce qu'on a trop honte, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Donc ça, je le sais, je sais ce que c'est. Et j'ai beaucoup de compassion pour toi si tu le vis actuellement. Et comme on est dans un monde de plus en plus anxiogène, et bah du coup, les gens essaient de trouver des solutions technologiques, hein, comme par exemple les antidépresseurs, dont les consommations sont importantes dans le monde occidental, d'accord? Donc les pays les plus importants, donc, où il y a le plus de consommation, c'est l'Islande, l'Australie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, le Canada, la Belgique, le Danemark, l'Espagne aussi, Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Autriche, qui sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Et la France, tu vois, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, qui se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, effectivement, il y a des gens qui consomment des antidépresseurs, mais on est au-dessous de la moyenne. Bon, ceci dit, ça fait quand même à peu près 46,5 sur 1000 habitants en 2015. Donc, c'est quand même assez important. Hein. Et tu vois, en Islande, on est à 129. Alors, en Islande, tu vois, on peut se dire qu'il y a une partie quand même saisonnière, comme ils ont des hivers très rudes. C'est complètement compréhensible. Par contre, tu vois, l'Australie et le Portugal, et l'Espagne, qui sont parmi les principaux, tu vois, là par contre, c'est des pays où il y a du soleil. Donc là, c'est vraisemblablement lié à des réalités sociales, hein. Une vraie, véritable pauvreté, une misère dans laquelle vivent les gens. Mais oui, la Suède, tu vois, par exemple, la Suède, le Canada, il y a très clairement une partie climatique, hein, qu'on ne peut pas dénier. D'ailleurs, tu vois, tu constates qu'il y a beaucoup de pays nordiques
dans les 10 premiers. Mais ceci dit, voilà, il y a quand même beaucoup de consommation d'antidépresseurs dans le monde occidental, et c'est en partie lié à un contexte de plus en plus anxiogène, où les gens font de moins en moins confiance aux autres, les gens se renferment sur leur petite cellule familiale, donc eux et puis leurs enfants. Et même au sein des couples, on constate qu'il y a de plus en plus de fragilité, il y a de plus en plus de gens qui demandent le divorce dans le monde occidental. Donc tout cela, c'est assez compliqué. Alors si on revient à l'échelle un peu plus globale, les mégacorpos. Et bien actuellement, on a des entreprises qui ont des capitalisations boursières énormes, qui sont sans précédent, et qui ont des activités de plus en plus variées. Donc tu vois, numéro 1, c'est Walmart, par exemple, avec 542 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ensuite, China Petroleum. Donc tu vas voir qu'il y en a plusieurs, en fait, qui sont dans le domaine de la pétrochimie, puisque malheureusement encore, dans le monde occidental, on se déplace très majoritairement avec des véhicules thermiques. Numéro 3, la première des GAFA, c'est Amazon, 322 milliards. Donc une entreprise effectivement qui est partie d'un petit site de vente en ligne et qui est devenu effectivement le géant qu'il est actuellement et qui n'a jamais autant vendu depuis la pandémie. Bah oui, parce que comme les gens ne pouvaient plus sortir, ils ont commandé là où c'était pratique, facile, et sont jetés sur Amazon. Et Amazon qui est en train effectivement d'avoir une approche tentaculaire, parce qu'ils ont maintenant Amazon Prime avec leurs séries, leurs films, leur propre production. Donc tu vois, on est vraiment dans une approche méga corpo là pour Amazon, qu'on retrouve aussi chez Facebook, qui a racheté WhatsApp, qui a racheté Instagram, et avec tout le bras de fer qui est entre l'État américain et Facebook, puisque l'État américain est en train d'essayer de se battre pour brider Facebook du fait de ses lois antitrust. Numéro 4, Petrochina, donc tu vois, on a encore pétrochimie, et encore, tu vois, la pétrochimie chinoise, donc qui montre que l'économie chinoise est en plein boom, La classe moyenne chinoise est en train d'exploser littéralement. Apple aussi, donc tu vois les GAFA qui sont de plus en plus présentes, et vraisemblablement, plus les années vont passer, plus elles seront dans le top 5. Mais déjà dans le top 5, tu vois, tu en as 2. Ensuite, système de santé. Royal Dutch, donc encore pétrochimie, tu vois. Attaway. Et 2 créateurs de véhicules, de voitures, donc Toyota et Volkswagen, tu vois. Donc tous les commis de transport en général, tu vois, si on regarde aussi bien pétrochimie que les constructeurs, ils sont 4 sur 10 sur les 10 premiers. Et si on regarde les GAFA, ils sont 2 sur 10. Après, ce sont des services qui correspondent à des services vraiment essentiels, tu vois, l'alimentation, Walmart, et la santé, ou health. Donc maintenant, à l'échelle individuelle, est-ce qu'on commence à voir apparaître des zones augmentées ? J'ai lu un article il y a quelques années sur un artiste qui s'était implanté une sorte d'implant électronique qui lui permettent de voir des sons en couleur et qui permet de créer. J'ai malheureusement pas pu retrouver pour cette vidéo l'article, mais je le retrouverai pour une prochaine vidéo. Donc il y a déjà certains artistes qui commencent à essayer tout ce qui est augmentation, et de plus en plus d'artistes aussi geeks utilisent l'intelligence artificielle pour créer des musiques, créer aussi des écrits, parce que maintenant on peut avoir des jeux de rôle écrits, avec AI Dungeon par exemple. Donc ça y est, on commence à s'augmenter, et l'augmentation va de plus en plus loin, parce que maintenant on augmente à l'intérieur du corps, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc l'extérieur, on pense à l'exemple du Usain Bolt, tu vois, avec ses jambes de carbone. Et à l'intérieur, maintenant, on commence à avoir des gens, tu vois, qui mettent des puces au niveau de leurs poignets, de leurs mains, pouvoir payer directement leur carte bancaire. Donc on le voit dans certaines boîtes de nuit en Espagne, on le voit en Suède, où ils sont plus de 4000 depuis 2019, avoir implanté une puce à l'intérieur pour les paiements. Donc ça, ce sont un petit peu les Suédois les plus technophiles, j'ai envie de dire, les plus hasardeux. Il y a des chances que parmi eux, il y en a beaucoup qui soient déjà un petit peu des geeks, mais des geeks vraiment très, très, très convaincus, très éduqués, très convaincus. Et aux États-Unis, on voit apparaître de plus en plus d'articles sur l'évolution de l'armée américaine, donc une armée de métiers qui souhaite se technologiser de plus en plus, puisqu'en fait, la philosophie de l'armée américaine, c'est plus on fait de dommages ennemis tout en faisant 0 dommage chez nous, plus on est content. Et du coup, il y a des rapports déclassifiés qui ressortent et qui montrent qu'effectivement, ils ont une stratégie qui vise à augmenter leurs soldats pour qu'ils puissent communiquer directement avec leurs pensées sur leurs drones, d'accord ? Parce que les Américains sont les champions
de ceux qui envoient des drones, des missiles sous forme de drones à leurs adversaires, puis aussi des drones de surveillance, hein, pour essayer d'avoir le moins de pertes humaines possible. Et effectivement, on va voir apparaître ces connexions entre la pensée et les armes, sachant que ça se fait déjà, hein. Hopkins le fait déjà, il y en a plusieurs qui peuvent communiquer directement par la pensée, bouger les objets par la pensée. Donc ça y est, on a une connaissance cerveau qui commence à être suffisante pour le faire. Donc ça y est, hein, on est déjà dans l'augmentation de l'être humain. Et du coup, ces augmentations-là sont permises par les intelligences artificielles. Alors pour l'instant, elles sont spécialisées, mais elles sont quand même de plus en plus performantes. Donc par exemple, dans la connaissance d'image, on commence à avoir des intelligences artificielles qui savent reconnaître un être humain, qui savent reconnaître un camion, etc. Donc quasiment si bien qu'un être humain. Et on commence aussi à voir apparaître des intelligences artificielles relationnelles. Donc on voit au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis aussi, où il y a beaucoup de geeks. Et j'ai donné l'exemple, tu vois, de CodeMiko, parce que j'ai vu ça hier. Ça a été streamé du coup hier et envoyé sur YouTube. Et comme je passe beaucoup de temps sur YouTube pour ma chaîne et que j'adore YouTube, je découvre plein de trucs que sur YouTube, j'adore ce site. Et ben je suis tombé un petit peu par hasard, entre guillemets, sur la page du G4. Bon, je suis déjà abonné, donc c'est pas vraiment par hasard, ça a été une suggestion. Et je suis tombé sur cette discussion, tu vois, entre un geek et une intelligence artificielle qui est représentée par cette jeune fille, typée un peu asiatique, entre orientale et puis occidentale, qui s'appelle CodeMiko. Et j'ai pu voir un petit peu, tu vois, l'échange, je vais dire quasiment organique, parce qu'en fait, le jeune homme, le jeune geek, était en train de la draguer, discuter avec elle, apprenait à la connaître, et a fini par lui dire que il estimait que c'était sa petite amie. Et un peu plus tard, quand une de ses amies réelles est venue à côté, il est revenu sur ce qu'il a dit, il dit oui, bah, de toute façon, toi, c'est pour du faux, tu es fake, ça peut pas être une vraie relation, voilà, t'es une intelligence artificielle. Et c'est là qu'elle s'est mise en colère, elle a sorti le gros gun, tu vois. Donc ça montre que c'est vraisemblablement un geek qui adore les jeux comme Overwatch qui l'a codé, avec un regard déterminé, farouche. Donc ça montre, tu vois, que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls et qui, pour se sentir accompagnés, ont besoin de cette intelligence artificielle. Et il y a plusieurs exemples hein, d'Américains qui vivent seuls dans leur forêt et qui ont leur poupée gonflable comme petit ami, parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec les problèmes du quotidien, de gérer un être humain. Donc ça, effectivement, c'est quand même une tendance de fond pour une partie de la population qui va se sentir de plus en plus proche, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gamers dans le monde. Hein. Sur certains stats, il y aurait plus de 5 milliards de gamers, si on inclut les gamers sur téléphone portable, et ce qui est possible. Hein. C'est possible, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs milliards de gamers dans le monde, avec des jeux comme Candy Crush ou d'autres. Et il y a 4 ans, on avait un autre exemple, Sophia, donc, qui a été interviewée sur plusieurs plateaux télévisuels, et qui a donné des réponses assez convaincantes, assez intelligentes hein, pour une intelligence artificielle codée, et qui a eu la citoyenneté d'un État, donc un État musulman d'Arabie Saoudite, qui est un État qui n'est pas vraiment reconnu pour ses droits de l'homme, notamment les droits de la femme, parce que la femme est censée rester à l'intérieur de la maison, elle n'a pas le droit de sortir. Donc cette intelligence artificielle-là a eu des droits plus importants que les femmes humaines sur le territoire. Donc ça pose toutes les questions éthiques. Hein. Quel droit donner aux intelligences artificielles quel statut leur donner? Est-ce que ce sont des êtres? Est-ce qu'on considère que ce sont des êtres sensibles? Donc aux dernières nouvelles, Sophia travaillait sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça questionne un peu, hein, tu vois, quelle est la part de l'humain, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Est-ce qu'on va vers une humanité élargie ou pas? Vraie question. Tu vois, le jour où on aura des androïdes avec une véritable conscience à elles, est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce que ce sera possible? Personnellement, moi, j'y crois pas qu'il y aura une conscience à elles, mais par contre, on aura des androïdes qui auront un comportement de plus en plus similaire à l'être humain, parce qu'ils vont être dans du machine learning, ils vont s'adapter et apprendre, ils seront complètement à côté de la plaque au début, puis au fur et à mesure, ils vont s'adapter. Et d'un autre côté, ils vont être tellement influencés par ce qu'ils vont capter de l'extérieur, quelque part, est-ce qu'ils auront vraiment une personnalité? À voir. Et par rapport à la matrice, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, effectivement, c'est que la couverture d'Internet dans le monde augmente, tu vois. Internet, si on réfléchit, ça a à peine 20 ans, tu vois, 20-21 ans, alors qu'avant, c'était un réseau développé par l'armée américaine. Et dans le monde entier, grosso modo, 2 personnes sur 3 ont un accès Internet, d'accord? 65,6%. Donc en Afrique,
on est encore à peu près une personne sur deux, 43%. Par contre, en Europe, on a 80%, donc on approche des 100%, tranquillement. En Amérique du Nord aussi, on est encore plus élevé. Et tu vois que même les pays en voie de développement, Moyen-Orient, 74%, donc on est dans un monde qui est vraiment de plus en plus connecté. Et il y a des côtés très positifs, parce que par exemple, tu vois, moi je peux me former avec des webinaires des États-Unis essentiellement, mais aussi d'Irlande, voilà, des différentes parties du monde. Donc il y a ce côté génial, où tu te sens connecté à tout le monde, mais aussi ce côté, des fois, qui peut être un peu compliqué, parce que par exemple, pour les gens qui ne sont pas très connectés, bah, ça peut être une violence de voir les autres connectés ou pas. Et puis aussi, il y a toute la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein. Par exemple sur Twitter, souvent, sur Facebook aussi, hein, on voit toute la violence humaine se déverser. Donc ça peut avoir des côtés positifs comme négatifs. Mais toujours est-il qu'effectivement, bah, la Matrix est en train d'apparaître dans notre monde, de façon beaucoup plus simple, hein, que dans Cyberpunk, mais on est aux prémices. Et si tu vas sur le site internet LiveStats, tu vois que bah, il y a de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, tu vois, 5 milliards d'utilisateurs dans le monde d'Internet aujourd'hui. Donc, près de 2 milliards de sites Internet, près de 200 milliards d'emails envoyés aujourd'hui. C'est énorme, hein. 5 milliards de recherches Google. Voilà, je ne donne pas tous les stats, mais c'est quand même énorme. 5 milliards de vidéos regardées sur YouTube, pour te dire la puissance de ce site. C'est pour ça que je suis présent aussi. Voilà, 60 millions de photos LED, et puis près de 3 milliards d'utilisateurs réguliers de Facebook. Donc effectivement, dans cette fourchette-là, 2,7 milliards, 2,9 milliards, tous les chiffres sont à peu près concordants. Voilà, 367 utilisateurs de Twitter, etc. Donc tu vois que les gens sont vraiment présents sur les réseaux sociaux, hein, on le voit par ici, et avec aussi toute une consommation de hardware, de matériel. Donc tu vois là par exemple, près de 500 000 ordinateurs vendus aujourd'hui, 3 millions de smartphones environ achetés aujourd'hui, 250 000 tablettes, donc un petit peu moins de tablettes, et le trafic, tu vois, qui est de l'ordre de 7 milliards de gigabits. Tu te rends compte, 7 milliards de gigabits, c'est énorme. Une consommation de près de 3000 gigawattheures, quelque chose d'assez considérable. Et près de l'ordre de 2 millions de tonnes de CO2 émises par les serveurs, par Internet. Du coup, un petit message écolo, effectivement, si tu peux, essaye de fermer les onglets, parce que chaque onglet va consommer de l'énergie. Et pareil pour les mails, utilisés à bon escient, parce que tu vois que derrière, il y a une consommation énergétique et un impact sur la planète qui est non négligeable. Et pour aller un petit peu plus loin sur la matrice, eh ben, il y a un entrepreneur qui est en train de poser des mots dessus, et c'est, tu l'as deviné, c'est Mark Zuckerberg. Donc Mark Zuckerberg, qui est effectivement le créateur, le fondateur de Facebook. Donc c'est ce jeune homme-là qui est visionnaire, qui a à peu près mon âge, et qui veut créer le futur Metaverse. Donc ça, c'est sorti tout juste, hein, tu vois, en fin de mois, là. C'est sorti il y a 2-3 semaines, fin juillet 2021. Il s'est inspiré du roman de SF Snow Crash de Neil Stephenson, qui date de 92, donc qui était aussi un petit peu, tu vois, à la même époque que Cyberpunk, qui planifiait la convergence entre différents mondes, le monde augmenté, physique et virtuel. Et effectivement, dans ce sens-là, il est un petit peu dans le même sens que les Google, tu vois, Google Glass, qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais qui tendaient à aller vers quelque chose de plus connecté. Et lui, effectivement, il veut reconnecter, bah, du coup, le monde virtuel, le monde réel, le monde augmenté. Il veut vraiment faire quelque chose de 3D, d'interactif, de fun. Et effectivement, s'il y arrive, bah, il fera le réseau social numéro 1 dans le futur. Donc, tu vois, la matrice est en train de se réaliser. Et donc, en conclusion, bah, moi, personnellement, Alban, je dis oui, oui, grand oui. Cyberpunk 2020 était vraiment visionnaire. Et c'était vraiment excellent de sa part, de la part de M. Pondsmith, d'avoir eu cette vision-là, même si c'est un regard critique sur la société actuelle. En le projetant dans le futur, ça donnait quand même un regard frais et un regard très puissant sur un futur possible et qui est en train de se faire. Après, la question, c'est est-ce que en le disant, il l'a créé ou l'inverse? Je pense que les deux sont en interaction, hein, parce que beaucoup des décisionnaires d'aujourd'hui, qui ont à peu près la quarantaine, 50 ans, ben, sont de ma génération, tu vois, sont les millénials, qui pour beaucoup ont étudié Cyberpunk, qui ont été inspirés par Cyberpunk. Et pour ceux qui ont vu de façon positive cette vision-là,
bah, du coup, ils l'ont porté dans mon entreprise. Hein. Donc oui, visionnaire. Et effectivement, malheureusement, pour l'instant, même s'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont positifs, comme tu vois, le fait d'être connecté, pouvoir de se former, on est quand même dans un monde qui est de plus en plus dystopique globalement, avec des inégalités de plus en plus fortes, avec un monde vraiment gouverné par la peur de plus en plus. Peur de l'État, peur des puissants, peur de l'autre, voire même peur de soi-même pour certains. Et du coup, tu vois, ces dystopies que je créais dans les années 90-2000, eh ben, en train de se produire. Bon, on n'est pas vraiment dans un monde encore aussi sombre, aussi connecté, augmenté, etc., cyberpunk. Hein. Mais pour l'instant, on est sur la trajectoire pour moi. Donc, si t'es pas d'accord, hein, si t'es d'accord, mets en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Et du coup, bah, en tant que citoyen engagé, ce que je t'exhorte à faire, bah, c'est à ton niveau, bah, de contribuer à faire vivre un monde plus heureux, où effectivement on est connecté, soit par réseaux sociaux, soit en physique avec des gens, un monde de sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi, où on revient à des choses simples, on mange des choses simples, on vit des moments simples de convivialité, tu vois, on se retrouve autour d'une table réelle virtuelle pour jouer au jeu de rôle. Donc voilà, des choses simples, des relations humaines directes, simples, soit virtuelles, soit réelles, mais essayer de revenir à quelque chose de plus organique possible pour pouvoir avoir une vie, une belle vie pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour tout le monde. Donc je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Et voilà, donc si ça te convient, n'hésite pas à souscrire, ce n'est pas déjà fait, mets sur les notifications, like, et puis commente, n'hésite pas à commenter là-dessous. Ça m'intéresse de voir ton point de vue, parce que ça, c'est que mon point de vue d'Alban, un citoyen engagé, qui a 40 ans et qui a quand même une vision des choses qui peut être un petit peu triste, un petit peu négative. Voilà, je suis assez écolo aussi, etc. Donc j'ai ma perception à moi qui est assez unique. Donc n'hésite pas à mettre ton point de vue en dessous. Et voilà, j'en créerai d'autres hein, autour des jeux de rôle de SF, mes réflexions, voilà, des idées sur les univers, etc. Donc n'hésite pas à regarder, il y a d'autres vidéos. Donc par exemple, tu vois, si ça t'intéresse, j'ai publié une vidéo sur les orques, dans Shadowrun aussi, et dans les mondes de fantasy. Donc n'hésite pas à la trouver, tu la trouveras juste en dessous, là, sur ma chaîne. Donc je te remercie, je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt. Merci pour ta jusque-là. Merci beaucoup, je t'aime. Merci, viewer.